le bonjour. Aujourd'hui, nous avons une vidéo au sujet des marques de montres qui mériteraient d'être surveillées pour le Salon de la montre de Genève, donc Watches and Wonders 2025, qui est au début du mois d'avril, donc du mardi 1er au lundi 7. Alors, premièrement, une marque qui mérite la mention en premier, car c'est l'anniversaire le plus important, est Breguet, qui célébrera son 250e anniversaire. Alors, un quart de millénaire. Et donc, vous vous en doutez, c'est donc une des marques les plus vieilles. Encore plus vieux, nous avons Vacheron qui, cette année, célébreront leur 270e anniversaire. Et puis sinon, Vacheron, notre plus vieille marque en activité constante. Mais Blancpain est un peu plus vieux. Cependant, Blancpain ont arrêté pendant un moment, durant la crise des quartz, ont arrêté de manufacturer des montres mécaniques. Ensuite, Audemars Piguet célèbre son 150e anniversaire. Et donc, 150 ans est tout de même une étape importante. Hein, si on y compte par saut de 25 ans, c'est un jubilé. Et donc, c'est plus important que, par exemple, un 160e anniversaire. En général, on accorde de l'importance aux anniversaires à chaque 10 ans. Donc, en général, on ne parle que de chiffres se terminant par 0, sauf dans certains cas pour des jubilés. Donc, par exemple, 25 ou 75 ans, ainsi de suite. Et donc, voilà, Audemars Piguet qui célèbre leur 150e anniversaire. Et donc, bon, pour ceux qui sont trop paresseux de faire les maths eux-mêmes, Audemars Piguet a été fondé en 1875, Breguet, eux, en 1775, et Vacheron 20 ans avant, donc en 1755. Également, avant de passer aux autres marques et ensuite de revenir plus en détail, et je dois faire la mention qu'il y a des marques qui célèbrent plus leur anniversaire que d'autres. Par exemple, le Rolex n'est pas réputé pour sortir particulièrement des modèles commémoratifs. Par contre, à l'inverse, une marque comme Patek Philippe, qui ne fêtera pas d'anniversaire cette année, mais qui, par exemple, pour leur 175e, ont fêté en gros avec la Grandmaster. Et d'ailleurs, ce n'est pas de sitôt, mais je vais être très intéressé à voir la montre qu'ils vont sortir pour leur 200e anniversaire. Je parlais de Rolex et comme j'ai dit, ils ne sortent pas de nouveaux modèles pour leur anniversaire, mais cette année, ils fêtent le 70e anniversaire de leur GMT Master. Et donc, bien sûr, on ne devrait pas s'attendre à une montre carrément différente, mais il pourrait tout de même y avoir une nouvelle déclinaison, quoique ce serait peut-être plus probable au 75e anniversaire, puisque c'est un jubilé. Et donc, par exemple, pour le 50e anniversaire, ils avaient sorti une déclinaison avec bezel noir, qui a depuis été discontinuée pour que à Watches Wonders l'an dernier soit introduit un bezel de couleur noire et gris. Également, attention, c'est la GMT Master d'origine qui célèbre son anniversaire, pas la GMT Master 2. Et donc, la GMT Master d'origine, elle est bien sûr discontinuée depuis maintenant longtemps. Pour connaître un peu son histoire et savoir les différences avec la GMT Master 2, je vous inviterai à aller voir la vidéo qui devrait bientôt sortir sur la GMT Master 2. C'est une montre que j'ai moi-même et donc cette vidéo est encore plus intéressante parce que j'ai la montre avec moi. Et puis cette vidéo a été tournée, je crois, autour du mois d'août dernier, mais je n'avais jamais eu le courage de la monter car ce n'était pas une vidéo qui est d'actualité, donc il n'y avait pas d'urgence pour faire le montage. Et puis j'ai un peu oublié la vidéo, mais donc elle devrait sortir, alors donc vous comprendrez si j'ai l'air plus jeune dans celle-ci. Également la Datejust qui célèbre son 80e anniversaire et je pense qu'il devrait plus il y avoir de nouveautés au niveau de la Datejust simplement parce que c'est une montre qui permet plus de variations. Par exemple, il pourrait y avoir un nouveau cadran, alors que pour la GMT Master, outre rajouter des nouvelles couleurs de bezel, il n'y a pas énormément de modifications possibles. Un retour au bezel en aluminium qui sont par certains plus appréciés que ceux en céramique. Personnellement, ce que je trouve être le principal avantage de l'aluminium est la couleur. Donc, par exemple, la Pepsi, donc qui est probablement le bezel le plus demandé en ce moment, possède un bleu un peu sur le mauve, simplement car nous avons avant tout une couche de rouge en céramique par laquelle est ajoutée sur une moitié une couche de bleu. Et donc le bleu est plutôt un bleu par-dessus un rouge, donc un mauve, et donc ça donne une couleur moins jolie selon moi que par exemple à l'époque lorsque nous avions vraiment du rouge et du bleu distincts. Il y en a qui parlent peut-être du retour du bezel Coke, seulement cela est très peu probable si vous voulez mon avis. Si Rolex devrait faire ramener la coque, ce serait plutôt pour un anniversaire encore plus important ou sinon
pour aucun anniversaire du tout, car Rolex ne semble pas vraiment aimer sortir des modèles commémoratifs d'un anniversaire, et donc il pourrait le sortir simplement une année au hasard, alors que personne ne s'y attend, alors que justement cette année tout le monde s'y attend, donc ça m'étonnerait qu'il se plie à la demande générale dans le fond. Rolex comme marque elle-même célèbre son 120e anniversaire, mais Rolex étant une marque très limitée, c'est certain qu'ils ne sortiront pas un modèle commémoratif. Cependant, ils pourraient sortir un cadran commémoratif. De ce que j'ai lu sur Internet, ce ne serait pas attendu, ce n'est pas non plus impossible. Alors j'ai dit qu'il était très peu probable, ou plutôt impossible, qu'un modèle commémoratif soit lancé. Cependant, ce qui pourrait être possible est une nouvelle montre de la collection Cellini, mais qui ne serait pas pour l'anniversaire commémoratif, mais simplement pour rajouter des montres à la collection qui semble peu être en développement. Alors j'ai dit Cellini, mais c'est plutôt la collection perpétuelle, mais vous pourrez remarquer bien sûr que c'est la continuation logique de la collection Cellini, qui sont donc les montres de soirée de Rolex. Et donc la première montre, la Perpetual 1908, et donc la seule pour l'instant, a été lancée il y a 2 ans, dans des boîtiers en or jaune, en or blanc, avec à la fois des cadrans noirs et blancs. Et à présent, elle est maintenant offerte dans une version platine, donc depuis Watches and Wonders 2025, avec un joli cadran guilloché bleu, reprenant encore une fois la couleur iceberg, qui est réservée généralement à la platine. Donc, comme on le voit par exemple avec la Daytona ou en option sur certaines des dates. Un modèle que j'aimerais bien voir est donc un modèle plus calendrier, mais tout en restant dans le style épuré de la 1908. La date sur une perpétuelle sera selon moi logiquement indiquée par une aiguille plutôt que par l'ouverture classique avec la loupe de Rolex, simplement car celle-ci fait tellement sport et que donc ce ne serait pas tout à fait logique dans une montre de soirée. Et donc également la loupe qui forme un peu une bulle sur le silver cristal ne fait pas vraiment de soirée. Mais ce n'est pas impossible non plus. Je ne peux simplement donner que des vagues espérances que je n'oserais même pas qualifier de prédiction, car Rolex est rarement prévisible. Également, avant de revenir sur les antécédents de Vacheron et Breguet pour essayer de prédire ce qui pourrait s'en venir, j'aimerais parler brièvement du 50e anniversaire de la collection Laureato, donc de Gérard Perregaux. À l'origine, la montre était à quartz, mais maintenant elle est bien sûr offerte avec différents calibres mécaniques. J'ai eu la chance à Genève d'essayer une version en saphir cristal de cette montre, donc avec un boîtier d'un joli ton gris qui laissait passer la lumière à travers lequel on pouvait le voir, et donc le boîtier étant tout comme l'avant et l'arrière en saphir cristal, cependant composé bien sûr de 3 pièces différentes, et également l'entièreté du cadran était squeletton, donc le cadran était plutôt absent, devrais-je dire. Et puis c'était une magnifique montre avec un beau équilibre gris, complémentant également le bracelet. Et je vous inviterai à aller l'essayer si vous passez un jour en boutique Gérard Perregaux, car pour être honnête, les photos en ligne de la montre ne lui rendent pas justice. Elle a un air très raffiné et délicate avec sa transparence, et on ne voit pas tout à fait à quel point elle est transparente en photo. Et donc je trouvais que c'était une montre à l'aspect léger. Elle ne faisait pas surchargée ou trop voyante, malgré le fait qu'il y a beaucoup de choses qui se passent visuellement. Il y a également le 20e anniversaire de la Hublot Bing Bang. Personnellement, ce n'est pas une montre que j'aime beaucoup, notamment à cause de la date entre 4 et 5 heures qui vient déranger la symétrie, et le fait que le cadran 9 heures ne soit pas de la même taille qui dérange encore plus la symétrie. Puis ce n'est pas une montre pour laquelle j'ai un intérêt particulier, mais on pourra tout de même noter qu'ils célèbrent leur 20e anniversaire cette année, et donc je pense qu'il est très probable que Hublot sorte une édition limitée. Également, Roger Dubuis est une marque avec laquelle je suis très familier et que j'apprécie tout particulièrement, célèbre leur 30e anniversaire. Ils ont sorti beaucoup de modèles dans les dernières années. Cette année seulement, par exemple, il y a eu, je crois, plus de 6 nouveaux modèles. Et donc, bien sûr, les calibres sont souvent les mêmes, mais il y a toujours un vent de nouveautés. Ce sont souvent des montres à édition très limitée. La production de la marque est tout de même petite, avec des montres assez exclusives, de par également leur prix. Et j'affectionne tout particulièrement leur tourbillon et également leur double tourbillon. Car dans un monde où le tourbillon est plus esthétique et qu'il est utile pour la précision, eh bien pourquoi pas en mettre deux? Car de toute manière, ajouter un tourbillon à une montre ne fait pas une énorme différence au niveau de la précision, les calibres normaux étant déjà bien assez précis de nos jours. Et donc si ce n'est que pour faire beau, autant faire doublement beau.
Également le 10e anniversaire de Tsapek. Personnellement, je ne suis pas un grand fan de la marque. Il n'y a pas un modèle que j'achèterais. Cependant, j'aime bien la direction où ils s'en vont. Je trouve par exemple qu'une des montres qu'ils commercialisent, même si l'aspect général, le cadran et la disposition ne me plaisent pas particulièrement, devient tout de même très intéressant. Je pense notamment à la montre avec l'affichage de la petite seconde, de la réserve de marche et du jour de la semaine. Je trouve qu'ils ont développé un beau style élégant avec notamment leur aiguille et je trouve que la marque n'a pas encore tout à fait un modèle particulièrement appréciable et donc ils n'ont peut-être pas encore un porte-étendard, mais j'aime bien la direction sur la marque et je pense qu'ils devraient arriver avec des nouveautés qui pourraient être très satisfaisantes dans les prochaines années et donc on pourra leur pardonner de ne pas encore être excellents puisqu'ils n'ont que 10 ans et donc 10 ans étant tout de même une étape assez importante, on pourra s'attendre selon moi à un modèle commémoratif. Ensuite, entrons dans le vif du sujet. Alors, Breguet et Vacheron-Constantin. Alors, Vacheron-Constantin sont déjà habitués de dévoiler des montres d'une grande complication. On a par exemple seulement la Berkeley Grande Complication, ou plutôt la plus récente, car il y en a eu plusieurs, qui a été dévoilée au Watches and Wonders 2024. C'est la montre la plus compliquée au monde. Donc, c'est une pièce unique, commandée pour le financier William R. Berkeley. Elle fait une taille considérable, mais cela montre quand même que Vacheron Constantin sont capables de développer des montres très complexes. Et donc, pour un anniversaire, ils devraient sortir également quelque chose de très intéressant. Bien sûr, faire une montre mécanique qui se porte donc sur un poignet, une montre bracelet, limite l'espace disponible à décomposer, donc limite les complications. Mais je pense quand même qu'il devrait sortir un modèle à très haute complication. Par exemple, pour son 250e anniversaire, ils avaient sorti ce qui était à l'époque la montre la plus complexe. Et donc, le 270e anniversaire n'est pas une étape aussi importante, mais je ne pense pas que nous serons déçus tout de même. Ils avaient également sorti 4 nouveaux modèles de montres, on pourrait dire, plus abordables et donc plus simples, quoique très satisfaisantes. Bien que la montre restera en édition limitée, j'oserais espérer qu'elle soit disponible en plusieurs exemplaires, peut-être 270, car tu sais que les marques de montres et les marques en général aiment bien sortir des éditions limitées avec un exemplaire pour chaque an écoulé. Et donc pour par exemple le 260e anniversaire, la montre qui était à l'époque la plus complexe au monde, à nouveau une montre de poche, avait été dévoilée. Simplement c'était une pièce unique et donc souvent les marques de montres ont tendance à ne faire que quelques exemplaires de leurs modèles les plus complexes, ce qui est un peu ironique quand on y pense car c'est ceux qui coûtent le plus cher à développer, mais en même temps c'est ceux qui sont vendus le plus cher et c'est ceux qui sont les plus durs à manufacturer. Donc, logiquement, c'est ceux qui sont fabriqués en plus petite quantité. Et donc, j'ose espérer que la Vacheron Constantin célébrant le 270e anniversaire, si elle devait exister, ce qui est très probable, sera plus accessible. Lorsque je dis accessible, je ne parle pas nécessairement d'être moins cher, autant que simplement être possible l'achat en premier lieu. Car bien sûr, lorsqu'une marque lance une montre, par exemple, seulement disponible en 10 exemplaires, eh bien, ils sont déjà vendus dès qu'ils ont été annoncés, ou du moins vous comprenez que vous devez être un très bon client de la marque pour vous la faire offrir. Pensez par exemple à la Patek Philippe Gunmaster Caim, qui par exemple se vend pour 3 millions de dollars américains neufs, mais dans la revente, et donc il y a un seul rare cas de revente qui était lorsque Sylvester Stallone a mis la sienne aux enchères, et bien elle est allée chercher 5 millions de dollars américains. Et je ne dirais même pas que c'est parce que c'est celle de Sylvester Stallone, autant que parce que bonne chance pour essayer de développer une relation suffisante avec Patek pour qu'ils veulent bien vous en vendre une. Alors pour ceux qui ont déjà regardé quelques-unes de mes vidéos, vous saurez probablement que je suis un grand amateur de Breguet. Abraham Louis Breguet, le fondateur de la marque, ayant également été un des horlogers les plus importants. On lui doit le tourbillon et le remontage automatique, ainsi que très probablement la première montre bracelet, bien que ce n'est pas sûr, hors de tout doute. Alors, la logique voudrait que pour leur anniversaire, Breguet fasse ce qu'ils savent le mieux faire, c'est-à-dire une montre très complexe avec un cadran entièrement guilloché à la main, une montre vraiment classique de soirée, car il n'y a pas une marque que j'associe honnêtement plus aux montres de soirée. Quelqu'un pourrait par exemple pointer Patek Philippe, mais Patek Philippe, autant qu'ils font des excellentes montres de soirée,
ont aussi eu beaucoup d'intérêt pour les Nautilus, même chose pour Vacheron Constantin et la Overseas. Et donc Breguet est selon moi une des marques les plus classiques en termes de montres de soirée. La logique voudra bien sûr qu'il y ait parmi les grandes inventions d'Abraham Louis Breguet dans la montre, et donc je serais vraiment surpris de ne pas y voir un tourbillon. On pourra également s'attendre à l'équation marchande ou d'autres complications, mais je pense que le tourbillon est une quasi-garantie. Et donc, malgré un cadran classique qui ne devrait pas être skeleton, le tourbillon sera tout de même visible, comme il est toujours chez Breguet. Et donc, voici ce que je voulais vous transmettre en prévision du Salon de la montre. Je n'ai pas fait énormément de prévisions, simplement car je crois et j'espère que les marques tentent d'innover. Et donc, s'ils dévoilent un modèle qui a été prédit avant le salon, et donc un modèle qui était d'une certaine manière attendu, eh bien, il ne pourrait pas énormément innover, car en général, lorsqu'on innove, on surprend, on fait quelque chose de nouveau. Donc, si quelque chose de très nouveau dont on n'a pas entendu parler auparavant, eh bien, c'est bien dur de prédire. Voilà pourquoi je n'essaie de pas trop faire de prédictions. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et si vous avez un peu de temps à perdre, vous pouvez me laisser savoir en commentaire quelle marque est-ce que vous monitorerez le plus à Watches and Wonders 2025. Il y a une petite possibilité que je sois en présentiel à Watches and Wonders, et alors j'irai probablement voir Rolex pour s'assurer qu'ils n'ont pas ressorti la coque, car premièrement j'aurais été erroné dans mes prédictions, et deuxièmement ça ferait perdre de la valeur aux coques d'origine, puisqu'il n'aurait plus autant d'exclusivité de design. Et donc j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Merci d'être resté et je vous dis à la prochaine.